Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre Alter JT. 32 ans après la marche des beurs, les enfants de l'immigration relèvent la tête pour demander le droit à la dignité. C'est bientôt les élections régionales et la gauche de la gauche cherche toujours son Podemos, la nouvelle gauche socialiste organisée justement son université de rentrée. C'est sûr, 40 ans de lavage de cerveau néolibéral ont fait des ravages dans l'opinion publique. Aussi certains militants se tournent-ils vers les outils et les exigences de l'éducation populaire pour réapprendre à penser à gauche. Un petit tour au festival Octobre Bouge. Crise des réfugiés. Est-il si difficile de faire un peu de place à ceux qui fuient les guerres et les persécutions? Cergy Pontoise montre l'exemple. Un artiste de théâtre s'attaque à un sujet tabou dans notre vie politique, pourtant largement financé par elle, la France-Afrique. Et puis on fera un petit tour au Caire pour voir comment une communauté pauvre a fait des déchets de la ville une vraie richesse qu'on lui dispute aujourd'hui. 32 ans après la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983, que les médias dominants avaient toffé de folkloriser en marche des beurs, un collectif de femmes, le MEFED, appelle à une nouvelle marche. Cette nouvelle mouture, placée sous le haut patronage d'Angela Davis, veut convaincre les immigrés et leurs descendants de marcher pour leur dignité. Les principales associations de l'immigration, ainsi que des artistes, des chercheurs, apportent déjà leur soutien. La dignité est le dénominateur commun qui lie le sort des Noirs et des Arabes de France, des Roms, des migrants et des femmes voilées. La dignité, dans la République française du XXIe siècle, est devenue une revendication politique. Sous le patronage emblématique d'Angela Davis, aura lieu à Paris le 31 octobre, de Barbès à la Bastille, une grande marche pour la dignité et contre le racisme. L'appel est lancé par le collectif de la marche des femmes pour la dignité, le MAFED, auquel se sont jointes les principales organisations issues de l'immigration et des quartiers. Pour une fois, on va être dans la rue, on va occuper l'espace public et c'est plus question de laisser les autres parler à notre place. Une chose est sûre, c'est que si on ne fait rien, rien ne se fera. La pub du loto, il dit ceux qui gagnent, ce sont ceux qui ont 100% de chance d'avoir joué. Donc si on ne tente pas de jouer à un moment, il est sûr qu'on n'a aucune chance de gagner. Et revendiquer l'héritage des émeutes de 2005 et celui de la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983. Le périple de 17 jeunes partis de Marseille s'était terminé dans les rues de Paris en un défilé de plus de 100 000 personnes. « 32 ans après, la situation n'a pas changé. Elle a même empiré. Les marcheurs de 2015 demandent encore que justice soit rendue aux victimes de crimes racistes et policiers. Les populations issues de l'immigration sont de plus en plus en proie aux violences policières, aux discriminations, au racisme d'État. En 2015, la marche se fera au nom de la dignité. Je pense que oui, les populations issues de l'immigration, et même d'autres qui sont plus récents comme les Roms, en sont aujourd'hui réduits à réclamer leur humanité. À ce qu'on leur rende leur humanité qu'ils ont laissée dans leur pays d'origine ou qu'ils essaient de léguer difficilement à leurs enfants qui se rendent compte en grandissant qu'on ne les considère pas totalement comme des êtres humains, comme tout le monde. La dignité, est-ce qu'elle a une dimension politique? Je pense que oui, d'autant quand on la regarde par le prisme du colonialisme. Et nous, quand on aborde la politique, c'est avant tout par le prisme du colonialisme et aujourd'hui du néocolonialisme. Il faut savoir que le néocolonialisme et le colonialisme à travers la France-Afrique, l'esclavage et tout ce qui s'ensuit a été une politique criminelle qui a visé à déshumaniser notamment l'homme et la femme noire. Et à travers la colonisation, on a eu d'autres peuples non blancs qui ont été déshumanisés. Et qu'est-ce que la déshumanisation si ce n'est une attaque de la dignité au sens profond du terme et au niveau de la racine? Quand on a des sujets qui ont une histoire coloniale, qui dans un pays plusieurs dizaines d'années après, vivent encore les mêmes types de discrimination, les mêmes types de regards, c'est un déni total, justement, de cette dimension de sujet politique. Donc quand nous, on appelle à la dignité politique, ce n'est pas que la dimension morale, c'est vraiment la question d'égalité de droit sur l'ensemble des points. Bien évidemment, on pourrait dire le droit de vote, mais ce n'est pas que le droit de vote. Je dis ça parce que c'est un raccourci. C'est y compris l'égalité de traitement.
l'égalité du regard, l'égalité d'accès aux services publics, l'égalité d'accès à la culture, d'accès, y compris d'un certain point de vue, au développement économique, social, culturel. Voilà. Il faut simplement qu'on marque une étape supplémentaire dans la construction d'une force. Cette force-là, elle sera sûrement combattue dans les années qui viennent, elle sera écrabouillée, elle sera tout ce que vous voulez. Mais la question c'est, et c'est une question à la limite philosophique, est-ce qu'on pense que de toute façon on se fait écraser, on ne fait rien, ou bien on pense que notre dignité, puisque c'est le nom qu'on lui donne, c'est quand même de faire quelque chose. Donc la question elle est là, elle est ouverte. Eh bien, quand on va voir les gens, on leur dit dignité, pas de dignité. C'est tout. Des organisations, des personnalités, des chercheurs, des sportifs, des artistes, notamment des rappeurs, apportent leur soutien. La marche pour la dignité pourrait bien faire entendre sur la scène politique française la voix des immigrés et de leurs descendants. Les 3 et 4 octobre dernier avait lieu l'université de rentrée de la Nouvelle Gauche socialiste, mouvement fondé par l'ex-frondeur du PS, Lee Mang-nok. La gauche de gauche et les frondeurs du PS réaliseront-ils la synthèse anti-Hollande d'ici aux élections régionales de décembre prochain? Nous sommes le 4 octobre 2015, je me trouve à Montreuil où va commencer l'université de rentrée de la Nouvelle Gauche socialiste. On avait rencontré Lee Mang-nok il y a quelques mois qui nous avait expliqué la fronde qu'il avait menée au sein du parti, qu'il a ensuite quitté. Où en est-il aujourd'hui? Qui a-t-il réussi à rassembler? Quelle va être la stratégie de ceux qui se sont alliés? Vont-ils s'unir pour les régionales, pour les présidentielles? Quels sont leurs espoirs? Nous allons en savoir plus dans quelques instants. La Nouvelle Gauche socialiste, c'est pas un club. La Nouvelle Gauche socialiste, c'est un mouvement politique. Nous avons invité nos partenaires parce que nous avons le sentiment que le PS n'est plus le réceptacle du progrès social aujourd'hui. La Nouvelle Gauche socialiste, c'est en gros les déçus du Parti socialiste qui ont eu le courage de dire il faut changer de cap et il faut travailler à une coalition des forces progressistes pour un vrai changement radical, écologiste, social. Le socialisme est avant tout un regard que l'on porte sur la vie, une attitude que l'on a pour soi-même. Et donc, je me suis reconnu dans les formules que vous avez utilisées lorsque vous avez dit « j'ai quitté le PS pour rester socialiste ». Je vois la tentation que nous avons parfois de dire « il faut revenir à ». Je crois que nous avons un devoir qui est d'aller vers. Et nous voulons créer les conditions pour que, en 2017, toute cette gauche prenne le pouvoir. C'est ça l'enjeu qui s'amorce dès aujourd'hui et qui fait que, eh bien, il y a des laboratoires à mettre en place aux élections régionales. On est ensemble dans quelques régions, je pense notamment à Rhône-Alpes-Auvergne et Midi-Languedoc-Roussillon. Je pense que dans un certain nombre de régions, et entre autres en Languedoc-Roussillon, un accord a été trouvé avec le rassemblement des citoyens. Comment obtenir un changement des textes européens et un changement des traités pour plus de démocratie et pour ne pas interdire d'autres politiques que les politiques ordo-libérales? J'ai fait une proposition, on fait un mouvement, on y adhère sur une base simple, et à partir de là, on crée des assemblées représentatives, où les gens, on peut en tirer au sort une partie, on peut en élire d'autres, et enfin les partis doivent être représentés, parce que les partis sont indispensables. C'est notre mémoire collective, c'est notre savoir-faire, c'est notre expérience. On met les trois ensemble. Maintenant, le vrai problème, c'est que nous ne sommes quand même pas très nombreux, et qu'il va falloir trouver d'autres personnalités qui nous rejoignent. Et puis ensuite, il faudra travailler à l'étape majeure qui est la présidentielle. Il vaut mieux choisir de la préparer plutôt que la subir. Moi, je porte des primaires pour qu'on puisse converger sur un projet et choisir ensemble la personne pour le porter. Bravo pour la création de la Nouvelle Gauche socialiste. Je pense que en faisant ce choix, vous faites un choix d'avenir. Vous prenez à cœur votre rôle de pont entre nos familles politiques et je voulais encore à nouveau vous remercier pour cela parce que moi aussi je crois que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous sépare. C'est celle qui essaye au maximum d'encadrer le capitalisme normalement. C'est celle-là la vraie gauche. Alors je ne sais pas quand, mais il va se passer quelque chose et lorsqu'il se passera quelque chose, il faudra qu'on soit là. Parce que comme il y aura eu un discrédit complet de ceux qui sont en train de mourir, il faudra bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne le relais. Et quand je vois des députés qui, pour certains, je dois le dire, me restent proches humainement, continuer à se camoufler derrière un hypothétique et plus qu'improbable changement de l'intérieur, alors qu'au-delà des appareils, c'est la gauche tout entière et le mouvement écologiste qui sont en péril, j'ai vraiment parfois envie de les secouer et de leur dire « mais quand est-ce que vous allez vous réveiller ?»
Force est de constater que pour l'instant, la gauche de gauche ne parvient pas à capitaliser sur la colère que produit dans l'opinion publique l'austérité imposée par les marchés financiers. Les premières victimes des dégâts du néolibéralisme se désengagent, ou pire, se tournent vers le parti de la famille Le Pen. Faut-il que la pensée progressiste et l'intelligence critique aient reculé pour qu'une partie importante des classes populaires vote pour le Front National, qui prône la liquidation de tous les acquis sociaux, qui protège justement ces familles populaires et les travailleurs. Un parti dirigé par une famille Le Pen, millionnaire, et qui fraude le fisc depuis plus de 30 ans, et par une femme, Marine Le Pen, dont les proches collaborateurs auraient volé l'argent des contribuables en trichant sur ses comptes de campagne, comme le relevait il y a quelques mois la commission des comptes de campagne. C'est pour décoloniser les esprits et réapprendre à penser à gauche que se tenait justement le week-end dernier à Malakoff, en banlieue parisienne, le festival Octobre Bouge. Ce week-end, c'était un festival de conférences gesticulées. Et de transformation sociale. Voilà. Donc la conférence gesticulée, vu que toi t'en as fait une, tu pourras peut-être mieux expliquer ce que c'est. Ouais, c'est un truc chelou où en fait on monte sur scène et puis on essaye de partir de soi, raconter un peu là où on s'est planté, là on s'est gamellé, on fait un récit problématisé de sa vie. Comme ça. Ah ouais, tu parles bien. Ah non, t'as vu ça? C'est ce qu'ils appellent la langue de bois dans certains trucs aussi. Ou intellectuel. Et après, derrière ça, on va y mettre une vraie analyse critique, politique, un peu acerbe, histoire de cliver un petit peu, parce que le consensus, vraiment, il y en a un peu marre. On s'est rendu compte que cette forme très simple, qui consiste à rassembler un peu tous les éléments de sa vie qu'on a compris, et à en faire un objet public partageable sous forme d'un tout petit spectacle sur une scène. On s'est aperçu que cette forme possédait une efficacité militante assez considérable. Et puis voilà, puis de se marrer un peu ou de toucher. On touche vachement les affects et puis on essaye de poser ça, de poser une parole. On n'a pas toujours l'occasion d'entendre quelqu'un pendant 2 heures. Avec ce qui est important, ce que j'ai compris, parce que moi j'en ai pas fait, mais c'est le côté atterrissage politique. C'est derrière, à la fin, quand on sort de la conférence, voilà, il y a des choses qu'on devrait avoir envie de changer dans nos pratiques. C'est pour ça que souvent les conférences sont suivies d'un atelier. Donc là, sur chacune des conférences proposées, alors il y a eu plein de sujets. Il y a eu tout ce qui est autour de la langue de bois, comment on se désintoxique un petit peu de tout ça. Il y a eu des choses sur le système économique d'aujourd'hui, il y a des choses sur... Alors là, ce matin, on a fait l'angoisse, après il y a les économies sociales, il y a les vraies alternatives au capitalisme. En fait, notre idée, c'est de poser des espaces qui fassent suite au conflit. D'abord, ça rend accessible à un public beaucoup plus large le propos qu'on tient. Moi, avant, j'avais écrit un bouquin de critique des médias. J'ai fait des conférences classiques suite à ce bouquin. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était plutôt des convaincus qui venaient à ces conférences. Et puis après, c'est pas pour rien non plus qu'il y a le réseau des désobéissants qui sont là, enfin le collectif des désobéissants, enfin je sais plus tous comment on le dit, mais voilà. Parce que justement, sur le côté dynamique collective pour lutter contre quelque chose d'oppressant à un moment, voilà, sur des week-ends comme celui-ci, c'est l'occasion de se poser, de se rendre compte des choses qui nous oppressent au quotidien, de créer un collectif qui demain va mettre en place des choses pour changer le monde. Ouais, c'est ça. Changer le monde, faire la révolution, transformation sociale, vous choisissez, hop, vous barrez les mentions d'inutiles, et puis on se retrouve pour nous foutre le bordel. Les réfugiés sont à nos portes. Et si l'on en croit les maires UMP, qui rivalisent tous d'égoïsme pour refuser la plus élémentaire des solidarités, il serait impossible de les accueillir, voire dangereux. Mais en banlieue parisienne, on peut voir que non seulement l'accueil est possible, mais qu'il est même très facile. On en oublierait presque qu'il s'agit de simples êtres humains et que nous sommes dans un des pays les plus riches de la planète. Bonjour, donc Sylvain De Smet, je suis conseiller régional et à ce titre président de l'île de loisirs de Cergy-Pontoise. Le 6 septembre, le président de la République a annoncé qu'on allait accueillir en France 25 000 réfugiés sur les 2 ans à venir. Le lendemain, la préfecture du Val d'Oise est venue vers nous pour voir si on avait une capacité d'hébergement et si nous serions d'accord pour accueillir des réfugiés syriens et irakiens. Et dès le mardi, on nous a notifié que les premiers arrivaient le mercredi, donc le mercredi 9. Et donc ce sont 2 bus qui sont arrivés, un le mercredi et un le jeudi. Il y a 60% d'Irakiens, 60% de Syriens et 40% d'Irakiens. Ils sont un petit peu moins de 100. Donc, ça fait maintenant 3 semaines. Les
priorité pour eux et pour elles, ça a été déjà de se reposer, pouvoir joindre leur famille, pour les rassurer, prendre des nouvelles de leur village, de leurs amis. Ensuite, très vite, ça a commencé, les institutions ont fait leur travail, l'État est mis sur place, les services de l'OFPRA, pour les accueillir et traiter leurs dossiers collectivement, grâce au secours populaire, au secours catholique qui s'occupe de gérer toutes les actions, toutes les initiatives des associations, des individus. Donc les adultes ont eu des cours de français qui ont commencé au bout de 10 jours. Les enfants sont scolarisés maintenant depuis 2 semaines et les collégiens, eux, ont commencé ce lundi. Voilà, donc ils sont très occupés tout le temps, ça va très très vite et aujourd'hui d'ailleurs ça va tellement vite que conformément à ce qui avait été annoncé, eh bien, les premiers documents comme quoi ils sont réfugiés en France et valables pour 3 mois sont en train de leur être remis. Donc la suite c'est des propositions d'hébergement suivant leurs envies, suivant comment ils voient pour eux les prochaines semaines, sachant que la guerre n'est pas finie ni en Syrie ni en Irak, donc en attendant, il faut que la vie continue. Donc suivant leur projet de vie, des propositions d'appartements vont leur être faites, ou autrement aussi, il y en a certains et certaines qui ont de la famille en France, qui sont prêts à les héberger le temps nécessaire. Et donc tout se passe, je dirais, dans le meilleur des mondes. Et à ce propos, on a vu même le président de la République venir sur place directement pour voir comment ça se passait, comment l'accueil était organisé, remercier les organisations, les institutions et le service, et tous les services, tous les agents de l'île de loisirs, parce que c'est exemplaire ce qui se passe ici. Le théâtre peut être un instrument puissant pour décoloniser les esprits, au sens propre comme au sens figuré. C'est d'ailleurs pour cette raison que les gouvernements s'emploient année après année à réduire les budgets dédiés à la culture vivante. En août dernier, au festival d'Aurillac, nous avons pu rencontrer le comédien Jérôme Collou, membre de la compagnie Les 3 points de suspension et surtout co-auteur et unique interprète d'une pièce qui a le courage d'aborder le douloureux sujet de la France-Afrique. La grande saga de la France-Afrique, c'est un spectacle qui raconte la France-Afrique de Gaulle à aujourd'hui. Disons qu'en création, il y a des moments où vraiment je déprimais de lire ces trucs, quoi. Il y a des moments où tu fais « Ah putain !» Tu découvres, quand tu découvres les histoires, quoi, pays par pays, époque par époque, président par président. Alors on a De Gaulle, on a Chirac, on a Mitterrand. Est-ce qu'on a Sarkozy, Hollande aussi? Ouais, on a Sarkozy, Hollande, on a Giscard d'Estaing. Tous les présidents de la Ve République sont cités. La France-Afrique, c'est un sujet vraiment hyper important parce que c'est notre histoire, à nous Français, et on la connaît pas. Parce qu'il y a une pudeur, parce qu'il y a un tabou, parce que on doit continuer à entretenir le mensonge, parce qu'on doit continuer à produire les mêmes choses en Afrique. Ouais. On parlait de la présence de l'armée, de la présence des grands groupes français sur le sol africain. On travaille avec des lycéens, on étudie. Moi j'étudie régulièrement les manuels scolaires, donc je sais ce qu'on raconte aux élèves. Ah oui. Cette histoire-là, on ne la connaît pas. Et en fait, c'est bien dommage parce que connaître cette histoire-là, ça permet d'avoir un œil différent sur ce qui se passe, même dans la politique actuelle. En France maintenant, on peut tout dire. Et c'est à la fois super et à la fois devenu un problème parce que tout existe. De plus en plus. Moi, j'ai pas eu le sentiment que c'était audacieux par rapport au fait de choisir un sujet sensible. C'était peut-être audacieux artistiquement. C'est-à-dire comment tu t'attaques à un sujet comme ça. Puis on a eu du bol, ça a bien marché. En improvisant, on s'est marré, on a trouvé ça drôle, on a trouvé ça émouvant, on a trouvé ça important d'aborder ce sujet-là. Et du coup, ça s'est bien fait comme ça. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara était assassiné de mort naturelle. Je suis le livre du mal. On vous a tout donné. Vous voulez votre indépendance? Eh bien, démerdez-vous avec. Et vous, eh bien, faites-la votre danse de l'indépendance. Eh bien, danse la modène. 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 Pour terminer ce journal, je vous emmène au Caire. La capitale de l'Égypte produit chaque jour plus de 15 000 tonnes de déchets.
Ces ordures, que la dictature de Moubarak se refusait à prendre en charge, les chiffonniers du Caire, les abalines, en ont fait leur seule richesse et le moyen de survivre à leur relégation. On l'appelle la cité des ordures. Sur la colline du Mokattam, 50 000 personnes, principalement des chrétiens coptes, vivent du ramassage et du tri des déchets. On les appelle les abalines, les chiffonniers. Dans les années 70, ce quartier était un bidonville quand une certaine Sœur Emmanuelle, la médiatique religieuse française, décide de s'y installer. Effrayée par les conditions de vie des habitants, elle crée en 1986 l'association APE, Association pour la protection de l'environnement. L'idée, c'était de pouvoir rendre la vie plus facile pour les femmes de chiffonniers qui passaient leur temps à séparer ce que leurs maris, les chiffonniers, ramenaient des poubelles du Caire. Les femmes qui étaient déjà impliquées dans la communauté, les Égyptiennes, femmes d'un certain âge d'ailleurs, se sont dit mais pourquoi n'apprenons-nous pas aux femmes à lire, à écrire, et pourquoi ne les ferions-nous pas travailler pour qu'elles puissent avoir une chance de sortir de leur maison, sortir de leur communauté? Elles ne connaissaient rien du Caire. Elles vivaient au Caire sans jamais avoir vu le Caire. 250 femmes sont aujourd'hui employées par l'association pour créer des objets à partir de déchets. L'association n'a jamais reçu d'aide financière de l'État égyptien. Le quartier lui-même est délaissé des politiques publiques. Pourtant, certains habitants ont su se sortir de la misère en créant des micro-entreprises de recyclage. À un certain moment, quand la situation était meilleure en Égypte, quand la situation économique en Égypte était meilleure, leur situation s'est améliorée. Et elles avaient de grands espoirs pour vraiment donner une vraie éducation. Et beaucoup de femmes rêvent d'envoyer leurs enfants à l'université éventuellement. Est-ce qu'elles pourront le faire? La situation économique n'est pas très bonne en Égypte, mais peut-être, Inch'Allah, ça s'arrangera. Dans les dernières décennies, la ville a voulu confier le ramassage des ordures à des entreprises européennes et égyptiennes. Les abalines ont depuis interdiction de collecter les déchets dans certains quartiers, mais ils résistent grâce à leur expertise dans le domaine du tri sélectif. Le Caire, ses 16 millions d'habitants et ses 15 000 tonnes de déchets par jour, a toujours besoin de ces chiffonniers. Voilà, cette nouvelle édition de votre Alter JT est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques jours pour toujours plus d'informations libres, indépendantes et engagées. Et d'ici là, on lâche rien.